Voilà, alors j'espère que tous les participants apprécient année après année le Forum Normandie Connecté se bonifie et donc on a demandé à une école, il y a deux grandes écoles de dessin animé en France que le monde entier, c'est les Gobelins et l'Atelier de Sèvres. Et donc, on a demandé à une école de ces petits personnages qui sont devenus emblématiques de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire le numérique, mais l'humain. Si le numérique n'est pas au service de l'humain, ça ne sert à rien. Au contraire, même, ça peut être quelque chose, quand on voit certains pays comme la Chine, qui peut être très préjudiciable pour la qualité de vie. Donc maintenant, Normandie Connectée est à l'heure du dessin animé, donc c'était un point que je voulais souligner. Le dernier kilomètre restant, donc on s'est aperçu en travaillant sur ce forum, on est parti, donc il y avait Guillaume Capard tout à l'heure, donc déjà on a eu la démarche de comprendre que des problèmes qu'on vivait à Trouville, c'était les mêmes que ceux qui étaient vécus à Deauville et qu'il fallait qu'on partage des solutions. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas penser ce genre de sujet en communauté commune. Donc, c'est pour ça que le Pays d'Auge revient. C'est-à-dire, on s'est aperçu qu'il y avait une colonne vertébrale sur tout le territoire, que cette colonne vertébrale, quand vous regardez un corps, tout le système nerveux passe par là, mais il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que quand je bouge mes doigts, c'est passé par le canal de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que toute la vie du corps, et si on considère qu'un territoire, c'est un corps complexe, ça passe par la colonne vertébrale, d'où l'intérêt de la colonne vertébrale. Et en discutant avec différents partenaires tout au long de cette année, il y avait dans la communauté, dans la ville de Trouville, il y avait un garçon qui s'appelle Richard Zivaco qui m'a dit mais tout ça c'est formidable, mais une navette, parce qu'on voit bien que les parkings de délestage, si c'est pour mettre des bus sur les routes et qui engorgent les routes, c'est pas attractif. Une navette, à partir du moment où on monte dedans, dans un temps donné et presque garanti, on doit savoir qu'on arrive. Et donc on est parti sur cette piste-là en disant mais finalement sur le territoire, où commencent les problèmes. Et donc on est arrivé à se dire mais le gros problème c'est quand même cette idée folle à un moment de construire une autoroute qui se déverse dans un village qui est à Canaville. Et donc en travaillant sur le territoire, donc en allant voir Stéphane Thonon, le maire de Canaville, on s'est rendu compte que quand on définit un espace intermodal, c'est des voies de communication qui naturellement deviennent un centre nerveux. Et ce centre nerveux, ça devient un centre de vie. C'est-à-dire c'est porteur d'avenir. C'est porteur d'avenir pour le lieu lui-même, mais pour l'ensemble du territoire. Donc c'est une autre façon de penser, ça a été dit par Michel Sutarski tout à l'heure, c'est-à-dire cette mutation dans les mots qu'on utilise, on ne parle plus de transport, mais de mobilité. Dans les mobilités, il y a les transports, mais pas que. Il y a les usagers, il y a les gens, il y a leurs habitudes de vie, leur espérance et leur bonheur. Ça a été dit tout à l'heure également par Olivier Paz, le taux du bonheur, comment on le mesure. Un territoire, il est vivant si les gens y sont heureux. Voilà. Et le numérique est un outil pour donner du bonheur, mais si les gens ne sont pas au milieu... Voilà. Et donc, on s'est rendu compte qu'à Canaville, il y a une autoroute, une voie ferrée et une départementale qui se rencontrent pile poil au même endroit. Donc, c'est la définition qu'on apprend en école. On dit à quoi doit ressembler un espace intermodal. Eh bien, on pourrait dire à Canaville. Sauf que Canaville a le potentiel, mais n'a pas résolu le problème. Alors, le dernier kilomètre restant, je vais tout de suite me tourner vers Stéphane Thonon. Donc comment vous êtes intégré finalement dans cette démarche de réflexion
sur la rénovation des mobilités. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, qui ne connaît pas Canaville, en général connu pour son radar automatique, et puis son projet de déviation depuis malheureusement plus de 30 ans. Donc quand Max est venu me voir avec David, bon, on a bien phosphoré pendant 1h30 pratiquement dans la mairie, donc on a tout imaginé, et puis après on a remis un peu les pieds sur terre, mais malgré tout on rêve encore. Donc on en est venu à l'idée effectivement de réouvrir la gare de Canaville. Donc j'allais dire, nous, je vais parler plus côté habitant de Canaville. Alors, Alain est avec moi, Alain c'est dans la salle, c'est mon collègue maire de Saint-Martin-en-Chartrain, donc j'allais dire c'est plutôt l'espace intermodal Canaville-Saint-Martin-en-Chartrain. Donc permettrait à nos habitants évidemment de pouvoir se déplacer librement en accédant à la gare et surtout sans contrainte d'obtention de permis de conduire. Et puis on en a parlé tout à l'heure, l'économie, donc la recherche de travail automatiquement ça rend beaucoup plus facile dès qu'on peut se déplacer à n'importe quelle heure. Et donc la navette, en gros, si on veut parler d'une navette, moi je verrais plutôt une navette gratuite ou vraiment co-minime pour inciter les gens justement à la prendre. On va dire une navette toutes les 10-15 minutes, voilà, on a le droit de rêver. Et surtout pour inciter vraiment que ce soit les touristes qui s'y arrêtent ou les gens qui vont travailler, donc il faut vraiment insister là-dessus, il faut donner l'envie de la prendre. À côté, évidemment, il faut un parking. Pour l'instant, il y a 0 emplacement défini. En gros, on verrait plutôt ça à la sortie d'autoroute, ça paraîtrait plus logique. Donc moi, j'allais dire plutôt un parking en silo. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc silo, vous allez me dire c'est quoi, mais c'est parking à étage, végétalisé, écologique, comme on en voit beaucoup. Moi je me promène souvent aux États-Unis, mais on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Vous allez à Honfleur, au village des Marques, vous en avez un qu'on ne voit pas du tout. Pourquoi en silo? Parce qu'on est sûr de ne pas inciter les gens d'y voyage à y stationner, ça c'est évident. Et puis ce parking devrait être gratuit et sécurisé. Ça permettra de nous continuer. J'allais dire, on a continué le nombre de véhicules puisque Monsieur Le Chartier qui est avec nous aujourd'hui, avec son association, il a monté un collectif et justement, avec ce collectif, on a réussi à faire des travaux dans la commune. Donc on a eu 2 ans de travaux un peu compliqués pour tous les gens qui passaient, mais ça y est, c'est pratiquement fini. Donc Canaville, c'est 22 000 voitures jour, donc c'est pas un problème de week-end, c'est vraiment un problème journalier. Donc avec ce parking, on se dit que voilà, si déjà il y a 20-30% des gens qui ne traversent plus la commune, ce sera déjà mieux pour la sécurisation et puis pour les usagers. Nous, on a commencé les travaux, donc on a créé des trottoirs de chaque côté, on a réalisé une zone de 30 km/h en plein milieu avec un plateau rehaussé, vraiment pour faire ralentir, parce que tout le monde me dit mais pourquoi vous avez fait des grands trottoirs comme ça? C'est tout simplement pour faire ralentir les gens et puis inciter les gens de Canaville à pouvoir traverser à pied ou à vélo, ceux qui veulent l'emprunter, tout en étant en sécurité. Et puis, d'ici peu, on aura, une fois que le marquage de sol sera fini, on aura un feu tricolore qui va être installé, pareil, toujours pour ralentir entre Canaville, Bonneville-sur-Touques. Donc on a pris un peu de retard, je pense qu'il y aura 2 mois de décalage. On avait parlé pendant un moment, mais c'était bientôt le 1er avril, d'un péage à Canaville, donc sinon on serait la commune la plus riche du département, mais c'était évidemment une boutade. Et donc ce parking, je reviens là sur le parking, ça permettrait aussi de découvrir un peu nos marais, puisqu'on a quand même une zone naturelle vraiment superbe au pied de la côte. Et puis j'ai oublié de préciser, donc les travaux d'aménagement ont été faits avec le département. Donc là, c'est la même chose. Le département va aménager dans les marais prochainement un parcours entre Saint-Martin, Saint-Étienne-Latillé, Canaville. Voilà, donc ce serait l'occasion de raccorder tout ça avec ce parking. Donc avis aux promeneurs et randonneurs d'ici peu. Ça faciliterait aussi, mais là c'est plus pour nous, la commune. On a un beau manoir des évêques à l'entrée, monument historique aussi. Au patrimoine, il a souvent des bus qui viennent du monde entier, personne ne le sait, mais il a souvent 5-6 bus par mois, donc ça faciliterait au moins le stationnement, puis ça le mettrait encore plus en valeur. Et puis voilà, avec Max, on avait phosphoré, on avait imaginé pourquoi pas, dans le temps, des logements pour les gens qui viennent travailler pour la saison, pourquoi pas, voilà. Donc qui dit logement, dit activités qui peuvent aller complémentaires le soir. Enfin, ça, c'est vraiment pour dans 15-20 ans ou quand on aura tous fini de phosphorer. Juste une dernière précision sur la navette. On avait parlé des horaires, des choses comme ça. Donc nous, on verrait quelque chose dans 24-24, 7/7, justement pour les gens qui travaillent sur la côte, pouvoir rentrer facilement du travail. Voilà. Merci. Merci Stéphane. Tu veux nous
Oui, merci. Donc, Canapville, ce dont on s'est aperçu, puis quand on a discuté avec Guillaume Capard, on s'est rendu compte qu'effectivement, Canapville pouvait, en tout cas c'est une piste de réflexion, être une solution pour une part pour les problèmes de circulation, qui sont un peu chroniques à Trouville-Deauville, mais surtout ça nous a amené à réfléchir sur d'autres formes de mobilité. Et donc à partir du moment où on a cet espace intermodal, donc on a vu qu'il pouvait y avoir des nouvelles zones de vie, par exemple pour des travailleurs saisonniers, que ça pouvait développer des activités. Mais espace intermodal, donc on a vu qu'il y a le rail qui passe là, donc sans du tout détourner, voilà, il y a un espace exact où l'autoroute croise le rail, donc schéma assez idéal pour avoir une navette autonome dont on nous a parlé tout à l'heure, c'est des sujets très concrets que va bientôt tester la SNCF, mais il y a d'autres véhicules autonomes. Le dernier kilomètre restant, c'est quand on est à Canaville. Canaville peut être le dernier kilomètre restant quand on va à Trouville, mais ça peut être une base à terme du dernier kilomètre restant. Et là, je vais me tourner vers Valérie Chenel pour qu'elle nous parle des véhicules autonomes et des expériences et des réflexions qu'il peut y avoir sur ces nouvelles façons d'envisager l'automobile qui n'est pas prête de disparaître de notre paysage, mais qui doit se transformer en étant moins polluante et plus souple. Valérie. Bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Chenel, maire de Saint-Martin-l'Aiguillon, une petite commune rurale de l'Orne. Et aujourd'hui, en fait, je suis devant vous pour vous parler de notre association Normandie Mobilité Électrique. Parce que ça, j'y tiens et c'est important. Il faut absolument qu'on parle des déplacements, c'est la problématique d'aujourd'hui. Et Normandie Mobilité Électrique, excusez-moi, on est un tiers-neutre de confiance. En fait, on est là pour accompagner aussi bien les collectivités. On a travaillé sur le projet du Conseil départemental de l'Orne. C'est celui-ci. Sur l'autopartage de véhicules électriques. Formidable. Quel succès j'ai aujourd'hui. Merci Max. C'était gentil de m'inviter. Un vrai plaisir. Alors je vais vous parler un petit peu de l'autopartage et en fait comment l'idée est venue. C'est-à-dire que sur le parc du conseil départemental, il y avait énormément de véhicules, comme dans toutes les administrations, et on a fait un petit bilan en fait sur ce parc de véhicules. Il s'est avéré que 80% des véhicules restaient statiques. Et on s'est dit, bon, bah, la plupart de ces véhicules vont être à changer à plus ou moins long terme. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour faire que cette flotte puisse avoir un vrai sens. Parce que tout le monde sait bien qu'une flotte de véhicules, aussi bien pour les collectivités que pour un particulier, ça coûte cher. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour mutualiser tout ça et rentabiliser tout ça? Vu qu'il fallait changer ces flottes de véhicules, on s'est dit, ben, on va réfléchir sur de l'électrique. Évidemment, nous c'est notre moteur, l'électrique. Moteur électrique. Et on a commencé à faire une petite étude pour le conseil départemental en se disant qu'il serait intelligent, et ça serait vraiment une très très bonne idée, de pouvoir en fait ouvrir les véhicules qui servaient aux agents à la location des concitoyens. Ce qui permet en fait de mutualiser ces véhicules, d'avoir une flotte au début qui a été de 12 véhicules sur le parc du conseil départemental et se dire mais comment on va gérer ça avec les agents par un système en fait de réservation. Alors c'est vrai que pour les agents, ça je vous l'accorde, ils l'ont pas très bien pris. Parce que en général, les agents, quand ils avaient besoin d'un véhicule, ils prenaient les clés, ils prenaient le véhicule. C'est-à-dire que maintenant, ils sont obligés d'anticiper leur rendez-vous et de réserver les véhicules. Sachant que les agents du conseil départemental actuellement sont prioritaires quand même sur la réservation des véhicules s'ils l'anticipent. Mais le reste du temps, en fait, ça permet que ces véhicules soient utilisés. Parce que le but en fait d'un véhicule, c'est qu'il soit sur la route et pas sur un parking.
Donc là, en fait, l'expérience a été très intéressante parce qu'ils ont commencé avec 12 véhicules sur le site du conseil départemental et maintenant, en fait, ils ont commencé à en mettre 2 sur chaque pôle de ville plus ou moins importante où il y a des antennes du conseil départemental. Ce qui permet toujours aux agents de se servir de ces véhicules et de pouvoir avoir des utilisateurs. Alors hier soir, en fait c'est très drôle parce que justement hier soir j'avais une réunion de conseil municipal et j'ai une de mes conseillères qui est agent du conseil départemental et qui me dit « Ah mais Valérie, ton idée c'était une horreur parce que nous maintenant les agents on est obligés de réserver nos véhicules et en plus il s'avère qu'il y a des gens qui sont habitués à louer un des véhicules pour covoiturer pour aller travailler. » Et j'ai dit « Mais c'est formidable parce que c'était ça l'idée. » Donc ce qui est bien, en fait, bon alors ça fait râler les agents, on est d'accord, mais à côté de ça, ça permet à 4 personnes tous les jours de louer un véhicule et de rouler 140 km avec un véhicule électrique. Alors je sais qu'il y a un monsieur dans la salle, il n'est pas du tout pour l'électrique et le nucléaire, ça ne va pas lui plaire du tout. Donc, non, bah, voilà. Et ben voilà, j'avais bien compris. Mais bon, disons que c'est quand même une chose en fait, qu'on peut envisager. Je suis tout à fait d'accord avec vous, le vélo, moi, personnellement, je trouve que c'est formidable. Le problème... Non, mais quand vous avez 110 km à faire par jour, le vélo, c'est pas possible quand vous allez travailler. Non, on est d'accord. Donc voilà, le véhicule électrique, c'est une solution. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est une solution. Voilà, et ça, vraiment, c'est un bel exemple. Et il y a plein d'autres projets qui sont en train de mûrir comme ça, à savoir, en fait, de pouvoir, avec un véhicule électrique, maintenant, vous pouvez avoir des petites camionnettes que vous pouvez avoir en 7 places et que vous pouvez mettre en utilitaire. Ça aussi, ça peut être fait sur des collectivités. C'est-à-dire que sur une collectivité, vous allez mettre un petit camion électrique 7 places, vous allez vous servir d'un agent communal qui va faire le ramassage sur les communes alentours, qui va permettre aux personnes âgées qui n'ont plus de possibilité de se déplacer, de venir faire leur marché, aller chez le médecin et faire travailler aussi la petite commune pôle. Donc finalement, ça peut être un investissement pour une commune, mais à côté de ça, elle va apporter un vrai service à ses concitoyens. Absolument, et on voit donc dans l'état actuel, l'électrique, c'est quand même par rapport au réchauffement climatique qui est une véritable urgence mondiale qu'il faut prendre très au sérieux. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas trouvé mieux. Je vais me tourner, puisque on voit que le système, donc il y a toujours des voitures, des automobiles, il y a changement des habitudes. C'est-à-dire qu'il y a toujours des usages, on s'adapte aux usages, mais il faut réserver. C'est-à-dire qu'il faut passer à une logique de plus grande anticipation pour que ça devienne réellement fluide. Et donc ça pose la question du numérique. Et je vais me tourner vers Véronique Ménaud, qui est au nom du département, est en charge justement de cette réflexion du numérique et comment ça va nous aider à résoudre tous ces problèmes dont on voit qu'il y a un certain nombre de solutions, il faut les connecter. Véronique. Alors, je suis effectivement avec Amélie, on travaille sur l'inclusion numérique. Je pense que tout est là déjà. Il faut savoir qu'on a quand même un maximum de pourcentage de population qui est totalement hors du numérique. Il va falloir qu'on amène ces gens-là tout doucement. Mais il va falloir qu'on le fasse aimer, le numérique, plutôt que de leur imposer. Et ça va être très très compliqué. C'est pour ça que toutes les approches que nous avons, nous essayons de les présenter, d'inclure et de faire travailler tous nos travailleurs sociaux. On a une expérience actuellement qui sont sur trois bassins de vie. C'est Bayeux qui est bien connecté avec une population qui s'y met d'une façon assez considérable. On a également le bassin de Vire. Alors Vire, on part pratiquement de zéro, je vais dire. Mais grâce à nos points Info 14, à tous les agents sociaux des circonscriptions d'action sociale, on va faire un diagnostic du territoire. Ça va partir de la personne qui est totalement dépendante, qui ne s'y mettra jamais. On va passer par la personne qui voudrait bien mais qui n'ose pas, celle qui voudrait bien mais qui n'a pas les moyens, celle qui ne veut absolument pas.
Il ne faut pas oublier également que nous avons nos jeunes, parce qu'on les voit tous, les jeunes, dans la rue, on les voit à la sortie des écoles, à la sortie des collèges ou des lycées. Mais si vous leur demandez quelles sont leurs habitudes numériques, c'est pour les réseaux sociaux, c'est pour envoyer des SMS, prendre des photos, éventuellement téléphoner. Mais si vous leur demandez de passer une commande sur Amazon, si vous leur demandez de réserver un billet de train, puisqu'on en parlait, ils sont pratiquement incapables de le faire. Donc notre travail passe par là aussi. C'est une éducation aussi bien pour les jeunes générations. Alors les jeunes, ils ont beau être nés, hein, on disait tout à l'heure, ils ont beau être nés avec tous ces usages numériques, il faut quand même qu'on les aide. Alors le département a mis en place au niveau des collèges une application, enfin c'est un module qui s'appelle Etudes. Et on amène les enfants à faire, plutôt que d'offrir, comme on faisait autrefois à l'entrée en 6e, un dictionnaire qui souvent était bien le seul ouvrage qui se trouvait dans la bibliothèque familiale et que parfois on retrouvait dans les foires à tout. On se disait qu'il fallait qu'on touche tous les élèves du collège, de la 6e jusqu'à la 3e. Et avec cette application et ce module Etudes, on aide les enfants à aller faire des recherches sur Internet. Ils peuvent faire leurs révisions, ils peuvent apprendre, ils peuvent préparer des exposés. Ils ont des petits challenges entre eux. Je sais que la semaine prochaine, d'ailleurs, on organise des challenges au niveau des collèges. La semaine prochaine, on a un collège d'Orbec qui a gagné. Alors, on avait mis des lots qui étaient un petit peu spécifiques. L'année dernière, c'était des places de foot, mais il n'y avait que les garçons qui avaient joué. Donc cette année, c'était un petit peu différent. Ils vont avoir des places pour Beauregard et je peux vous dire que ça les motive énormément. Et ces enfants rentrent comme ça dans les usages numériques. Et ça ne suffit pas. Parce que moi, je me suis dit également que sur mon territoire, il fallait qu'on aille bien en avant et qu'on éduque les enfants de primaire. Donc, grâce à l'inspection académique, grâce à M. Contentin, je crois que je vous recevais demain, on va équiper nos écoles rurales vraiment avec des classes mobiles pour Pascal les habitants. Contentin, pardon, qui est ici, et il y a même le recteur de l'Académie de Normandie qui est ici. Oui. Normandie Connectée est un rendez-vous qu'on ne rate pas. Vous êtes connectés. Connecté. Donc il y a un très 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 gros effort qui est fait de la part de l'inspection académique pour justement maintenant aller au-delà des adolescents, on descend jusqu'aux enfants. Et on descend même jusqu'à la maternelle. La maternelle avec des petits robots, c'est-à-dire que les enfants apprennent grâce aux tablettes à déplacer des petits robots, à faire des petites constructions. Donc ils apprennent le maniement, ils apprennent tous les systèmes. Et ce sont des enfants qui seront absolument plus en dehors du système numérique et qui pourront s'approprier et qui pourront maintenant, après, plus tard, partager les espaces de coworking en campagne, dans les milieux ruraux, qui pourront faire du télétravail. Et donc toute cette expérimentation-là, nous la faisons sur le département pour accompagner la population de la maternelle jusqu'aux personnes qui, ou âgées, ou moins âgés, qui n'ont pas les moyens, qui voudraient, qui ne pourront pas, ou qui méritent simplement juste un petit coup de pouce. Donc, et ça, on va couvrir totalement la population de nos territoires. Merci Véronique. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour répondre aux aspirations d'aujourd'hui de nos concitoyens, il faut les formuler. Pour les formuler précisément, clairement, efficacement, il faut se remettre en question. Et on voit, le numérique pose la question de la solidarité intergénérationnelle. Ça, c'est quelque chose de très important que vous venez de développer et qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. Donc on a vu que sur les trains, la SNCF se remettait en cause, puisque même par rapport aux trains régionaux que l'on voit aujourd'hui, certainement l'avenir d'un territoire comme le nôtre, et donc de beaucoup de territoires en France, c'est des navettes autonomes, donc sur des voies protégées, donc avec des temps et des flux de circulation sécurisés. Et on l'a vu sur la façon dont on va utiliser l'automobile. Donc les gens changeront de posture si ils ont des véritables propositions qui sont efficaces et qui marchent. Ça, c'est quelque chose dont on est convaincu. Alors maintenant, je vais me tourner vers Jean-Baptiste
Prat, ce sont les bus. Et on va redire un petit peu ce qu'on s'est dit finalement à tous les étages. C'est-à-dire que quand on voit les véhicules circuler, c'est des voitures où les gens sont seuls dans leur voiture, donc c'est du gaspillage. On voit des trains où parfois il y a presque personne dedans, donc c'est du gaspillage, c'est-à-dire qu'on ne répond pas à la demande des usagers. Et les bus, mon cher Jean-Baptiste, parfois il n'y a pas grand monde. Qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à cette nécessité de muter ? Alors là, il y a deux questions. L'atelier, c'est le dernier kilomètre. C'est pas comment effectivement favoriser la fréquentation du transport en commun. La première chose, juste pour vous répondre aussi, pourquoi les bus des fois sont vides et pourquoi c'est bien d'avoir aussi des bus vides, c'est parce qu'en fait tous les concitoyens savent que ça existe. Donc évidemment, les bus sont plus facilement remplis en heure de pointe et vides en heure creuse. Malgré tout, de les voir moins remplis en heure creuse, c'est aussi bénéfique pour un territoire, parce que ça veut dire que l'ensemble des habitants de ce territoire sait que le service existe et sait que lorsqu'on a une panne véhicule, qu'on a une panne de vélo, qu'on a une panne de quoi que ce soit, qu'on n'a pas de voiture, il y a au moins ce service-là sur lequel on peut compter. Et ça, c'est quand même une richesse. Ensuite, par rapport au dernier kilomètre, moi, ce que j'aimerais vous voyez, en fait, que vous aperceviez, c'est que pour un opérateur, le dernier kilomètre, il est aussi important que le premier kilomètre. En fait, l'enjeu pour un transporteur public, c'est en fait d'offrir une alternative viable, fiable à la voiture particulière. Cette alternative, concrètement, on fait aujourd'hui rien de plus pratique que la voiture pour faire du porte-à-porte. On n'a encore jamais inventé un mode qui soit plus pratique que celui-là. Donc l'objectif, c'est d'avoir une proposition qui soit quand même entendable en termes de temps de parcours, en termes de prix, en termes de qualité, de service. Et donc, effectivement, de pouvoir investir sur ce premier et sur ce dernier kilomètre, c'est bien l'enjeu en fait, du report modal. C'est pile à ce moment-là, quand on remplit bien ces missions-là, que le concitoyen va pouvoir se poser la question, enfin, de pouvoir dire aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne ma voiture ou est-ce que je peux le faire de manière très satisfaisante en transport collectif ? Donc c'est là, en fait, nous, notre enjeu, et c'est vraiment la question aujourd'hui qui est posée à tous les transporteurs. C'est-à-dire qu'on sait très bien faire le maillon structurant d'une chaîne de déplacement. Le haut débit, ça on le sait, on le maîtrise, que ce soit en avion, que ce soit en train, que ce soit en tram, ça on sait très très bien le faire. Par contre, on sait beaucoup plus maladroitement mener l'ensemble de ces individus d'où qu'ils habitent vers justement ce haut débit. Et c'est bien là notre enjeu. Donc nous, face à cette problématique-là, on vient assister les collectivités et proposer des solutions en fait, qu'on va vouloir effectivement très très souples pour s'adapter à chacun, parce qu'on voit effectivement que les gens évoluent avec le numérique, mais comme aussi avec l'ensemble des services auxquels ils goûtent. On parlait d'Amazon tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes tous consommateurs de services, ça vous a tous fait évoluer dans un sens ou dans un autre. Et donc effectivement, ça, nous, il faut qu'on en tienne compte. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'avoir un système qui est extrêmement souple pour pouvoir correspondre à un maximum de personnes. Le deuxième enjeu, c'est que ça soit un système qui soit très simple. Si le système commence à être compliqué, c'est fini, on a perdu tout le monde. Donc là, c'est aussi un système simple et aussi un système dans lequel on a confiance. Donc, pour dégager de la sérénité pour l'utilisateur, il faut tout un tas de gadgets, mais typiquement l'information en temps réel, l'envoi de SMS à l'approche d'un véhicule, etc. C'est autant d'informations qui aujourd'hui nous sont vitales en fait, pour se sentir en sécurité. Donc effectivement, nous, on est obligé de s'adapter à tout ça, à ces changements de vie. Maintenant, fort de cette expérience-là, l'opérateur de transport vise aussi à faire avec ce que constitue chacun de nous. Aujourd'hui, typiquement, ces premiers et derniers kilomètres, monsieur le disait très bien tout à l'heure, le mode le plus empirique que l'être humain a trouvé à ce jour pour se déplacer, c'est quand même ses pieds, quoi. Donc ça, aujourd'hui, nous, transporteurs, on est intégrateurs de cette mobilité-là. Donc on accompagne les collectivités pour pouvoir jalonner justement au sein des villes, au sein des espaces des fois plutôt ruraux, mais en tout cas d'étudier l'acheminement piéton vers le haut débit, vers la gare routière, vers la station de tram, vers l'arrêt de bus. Ça aussi, il faut le favoriser aussi avec du vélo. Et c'est là aussi où on vise justement à faciliter l'usage du vélo.
Donc c'est pouvoir connecter un abri vélo à proximité d'un pôle d'échange. Et en fait, l'enjeu derrière ça, de ce dernier kilomètre, c'est bien de connecter le dernier kilomètre au kilomètre restant. Et ça aussi, ça demande beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'il faut travailler la qualité des pôles d'échange. C'est un vrai enjeu parce que c'est comme ça aussi qu'on simplifie le parcours de l'usager qui, du coup, de fait, devra prendre plusieurs modes. Donc aujourd'hui, le transporteur, il vit aussi à travers bon nombre de modes historiques, donc les bus, les trams, etc., etc., et également au travers tous les systèmes sur réservation. Donc aujourd'hui, on essaye de réinventer des modes qui permettent de s'affranchir facilement du premier comme du dernier kilomètre. Voilà un petit peu comment on répond à tout ça. Merci Jean-Baptiste. Donc effectivement, sur notre mobile que chacun a, finalement, il y a tout un univers de mobilité qui est connecté. En même temps, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que l'espace de vie où les gens physiquement se rencontrent, c'est-à-dire que la rencontre humaine peut se faire, il est capital sur un territoire parce qu'il est constitutif de l'identité et de la qualité de vie. Donc on a vu tout à l'heure Nathalie Buisson qui nous a parlé de la gare et du potentiel. Donc c'était la table ronde avec David Revers. Donc on voit que c'est ce potentiel. Mais on voit que si je tapote sur mon mobile, je vais dire je veux me déplacer, on va m'apporter des réponses. Physiquement, et on en a parlé, le guichet rail est dans l'aile gauche de la gare de Trouville-de-Ville. Le guichet de la gare routière est dans l'aile droite et il n'y a aucun panneau qui dit que moi, un mobile qui me fait ce coup-là, je le fous par la fenêtre. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui, j'espère, pour que vous vous connectiez, pour qu'après les voitures puissent se connecter, que si ces éléments de transport structurants que sont le bus et le rail ne se connectent pas physiquement à l'époque de l'hyperconnectivité, comment les véhicules automobiles peuvent se connecter, comment l'espace de Canaville pourra marcher. C'est-à-dire qu'on a un moment où il faut qu'on se remette un peu tous en cause. Alors je ne sais pas si cette friendly question, c'est Jean-Baptiste ou Nathalie ou Marine qui peut répondre, mais est-ce que là-dessus, c'est des sujets très concrets sur lesquels vous réfléchissez et vous pouvez apprendre? Oui, clairement. Enfin, moi, je pense que clairement, oui, en tant qu'opérateur, c'est bien l'enjeu. L'idée, c'est qu'en tant qu'opérateur aussi, notre prérogative est de faire fonctionner des modes. Donc aujourd'hui, on fonctionne effectivement en fonction de l'infrastructure qui est existante. En l'occurrence, la gare de Deauville-Trouville, sans aménagement aujourd'hui, on ne saura pas véritablement faire mieux. Par contre, de faire naître des espaces mobilité intégrés, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est la vocation des espaces mobilité de demain. Donc là, clairement, les opérateurs vont forcer à cette co-construction et même pouvoir y intégrer d'autres opérateurs. Les taxis, je veux dire, on n'est pas exclusif dans notre mobilité. Au contraire, on vient chercher à intégrer l'ensemble des modes. Donc d'avoir un bureau de taxi, d'avoir un loueur de vélo, d'avoir l'ensemble des services qui font de la mobilité d'un territoire. Et à l'évidence, il faut pouvoir les accueillir dans un même lieu physique. Absolument, clairement. et ça c'est quelque chose d'important. Pour ceux qui sont observateurs, vous verrez que sur le territoire, à partir d'aujourd'hui, il y a le premier vélo-taxi qui peut vous faire un tour du territoire pour vous faire découvrir. Voilà, c'est une innovation qu'on a portée et qui est intéressante parce qu'il faut savoir se questionner radicalement sur toutes ces mobilités. Comment les connecter? Ça, c'est très important. Il peut y avoir des tas d'innovations passionnantes. Si elles ne sont pas connectées, si on ne répond pas à ce que vient de dire Jean-Baptiste, au dernier kilomètre restant, ben, c'est toute la chaîne qui est mise en péril. Je vais me tourner vers Jean-François Sanchez et lui demander comment il voit tout ça. Et puis également, il y a un point, parce qu'on a beaucoup réfléchi. Donc, quand on a imaginé cet espace intermodal à Canaville pour que, en
particulier les cars, cessent de venir sur les plages. Comment on peut imaginer d'autres mobilités? Et en particulier, il y en a un pour aller sur le haut, sur la zone d'activité de Wildeauville, c'est le téléphérique. Alors au début, quand on a commencé à imaginer le téléphérique, ça nous a semblé quelque chose de déplacé. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de plutôt économique, d'écologique, de silencieux. Si la gare téléphérique était connectée à la gare, c'est vrai que ce dénivelé de 135 mètres, on n'a pas la possibilité de créer de nouvelles voies, alors qu'on a créé un groupe scolaire de 1000 élèves, qu'on double, ça c'est la responsabilité de David Revers, tous les artisans qui vont pouvoir s'installer. On va créer beaucoup plus de logements, c'est-à-dire on va créer une nouvelle ville, plus qu'un nouveau quartier, une nouvelle ville dans la Haute-Or avec les gens dont ce sera vraiment la résidence principale, l'activité. Et donc il faut imaginer d'autres villes. Quand on a parlé de Brest, de Medellín, de Jean-François, ça marche? Alors, on parle du téléphérique ou on parle du dernier kilomètre avant? On va parler du dernier kilomètre restant en téléphérique et puis du reste, bien sûr. Non, je voulais juste dire une ou deux choses sur le dernier kilomètre. Alors, monsieur a très bien dit, le dernier kilomètre, c'est aussi le premier kilomètre et inversement. Hein. Ça, c'est important. Qu'il ne faut pas saucissonner les trajets, ça, c'est important aussi. Il y a un pont avec l'histoire des véhicules électriques et du covoiturage, puisque il faut toujours rappeler qu'un véhicule électrique, c'est une voiture. Si on remplace toutes les voitures à essence par des voitures électriques, il restera encore plein de voitures et plein d'embouteillages. Et que donc le véhicule électrique, qui certes environnementalement est plus intéressant, mais sur la durée, il est surtout très intéressant si on l'utilise en grande partie en covoiturage. Et après, s'il est autonome, c'est encore mieux, puisqu'on peut vraiment covoiturer. Donc il y a un lien avec ça, puisque c'est bien sur le premier et le dernier kilomètre, pour le coup. La deuxième chose qui est un sujet qu'on a effleuré, qui est lié au numérique, et que Max vient d'effleurer aussi, c'est l'idée que de plus en plus ce qui se développe, ce sont des applications qu'on appelle mobilité comme service, et qui fournissent un service à l'usager complet et intégré, et donc qui ne l'oblige pas à regarder plusieurs applis pour se déplacer, qui lui permettent d'englober tous les modes de transport, qu'il s'agisse d'ailleurs de transport public, d'autopartage, de covoiturage, etc., y compris le paiement, dans ce qui se développe maintenant. Alors c'est surtout les Finlandais qui ont développé ça au départ, puis c'est un pays très rural, la Finlande, hein, pour le coup. Donc ça c'est un élément, je pense, qu'il faut mettre dans le débat, hein, et qu'il faut regarder assez attentivement si on parle de ces notions de premier et de dernier kilomètre, parce que c'est vraiment ça qui va faire le saut quantique quelque part. Parce que sinon, on est quand même face à un puzzle. En général, plus il y a de modes de transport, alors le vélo, la marche à pied, le téléphérique, le train, la navette, enfin bon, à la fin, on ne sait plus où donner de la tête, il faut 5 applis pour s'y retrouver. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur le premier kilomètre, je pense que c'est important, surtout avec cette notion de mobilité comme service, qu'il faut vraiment regarder. Alors, passons maintenant aux histoires de téléphérique. C'est effectivement en Amérique du Sud que ça a commencé, les téléphériques urbains modernes, hein, Medellín et autres. Ça a été lié, et c'est encore lié aujourd'hui en France, avec Brest, puis bientôt Toulouse, à des histoires d'enclavement et de quartiers enclavés, souvent pauvres d'ailleurs en Amérique du Sud. Hein. Et donc c'est vrai que dans ces cas-là, à condition d'être sur des distances raisonnables de jusqu'à 2-3 km, c'est souvent un mode intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un mode qui, par rapport à d'autres modes lourds, coûte certainement moins cher à mettre en place. Ça se met en place plus rapidement. Il ne faut pas dévier des réseaux souterrains ni rien du tout. Hein. Donc ça peut se faire assez vite. Ça pose des fois des problèmes d'acceptation de la population parce qu'il y a des pylônes, bon, etc. Mais c'est un mode qui a plusieurs intérêts. D'abord, effectivement, il pollue très peu. Ça pollue à peu près 30 fois moins qu'en voiture par voyageur transporté par kilomètre. Ça peut être rendu très accessible. Hein. Ça peut avoir une certaine fréquence assez adaptable puisqu'on peut mettre plusieurs cabines.
surtout si on utilise des technologies comme à Brest avec 3 câbles, ce qui va se faire à Toulouse aussi. Hein. On peut multiplier le nombre de cabines qui tournent. On peut aller jusqu'à des débits qui vont jusqu'à, je crois, 1500 voyageurs heure, quelque chose comme ça. On arrive à des... je crois qu'à Brest, ils sont à 8000 voyageurs par jour, ou 7000 voyageurs par jour. Hein. Donc c'est des systèmes qui sont très très intéressants de ce point de vue-là. Le cas de Toulouse, d'ailleurs, est assez intéressant par rapport au téléphérique de Trouville, parce qu'on est à peu près sur les mêmes caractéristiques. On est à 3 km, je crois, à Toulouse. Ici, on est à 2,5 km, quelque chose comme ça, peut-être. Hein. Il y a 100 mètres de dénivelé, max, à Toulouse, je parle. Ici, nous, on a 135 mètres de ça. dénivelé. Et Toulouse, c'est 100 mètres à peu près. Et 1 km, ah, 1 km et demi. Ouais, 1 km et demi. Toulouse, il y a 3 km. Après, il faudrait qu'il y ait des études plus précises. Mais effectivement, on est sur une structure historique d'un paysage qui est importante. On a 2 routes qui sont déjà totalement engorgées, dont au moins une a vocation à être un circuit de mobilité partagée. Beaucoup de randonneurs l'utilisent, donc c'est pas en imaginant de raser quelques maisons et de mettre une 3e voie qu'on résoudra le problème, au contraire on l'aggraverait. Et de toute façon tout cela arrive dans une structure urbaine historique qui va être le Trouville, on va dire médiéval, autour de la chapelle Saint-Jean, qui est du XIe siècle. Et donc, à moins de raser toute une ligne de maison, on ne peut pas élargir. Donc, on a quelque chose qui est une véritable contrainte. Et les habitants, et c'est parce qu'on les a beaucoup écoutés dans les études qu'on a faites, nous disent on ne veut pas être une cité dortoir, donc il faut amener de la vie. Et la vie, c'est la mobilité. C'est ce qu'a dit Olivier Paz. S'il n'y a pas ce sentiment de liberté, si on se sent enclavé, à ce moment-là, le territoire devient un lieu d'expression du malheur. Et ça, c'est pas possible. Surtout quand on est, et on en parlera demain, à Trouville, dont l'image de marque est liée à la qualité de vie, du bien-être. Donc il y a la majorité de la population active qui n'est pas accès. Donc le téléphérique, c'est comme ça. C'est encore une idée que nous a apporté David Revers dans les ateliers qu'on faisait pour préparer ce forum. Et il nous a dit, mais les routes, on ne va pas y arriver. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose donc pour les personnes à mobilité réduite, le téléphérique, c'est une véritable solution. Donc voilà comment on y est arrivé. On fait des systèmes complètement accessibles. Tout à fait. Voilà. Et effectivement, alors, encore une fois, hein, tous les téléphériques... une des raisons principales pour la construction de téléphériques aujourd'hui en France ou ailleurs, c'est toujours des problématiques de désenclavement de quartiers. Quand vous regardez Brest, vous regardez Toulouse, vous regardez Medellín si vous voulez, c'est toujours la même question qui se pose, c'est des quartiers en hauteur, enclavés. En l'occurrence à Toulouse, je crois qu'il y a 3 stations à Toulouse. Hein. Il y a les 2 terminus, une au milieu, le milieu c'est le CHU, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est de l'accès à des services pour des populations enclavées, etc., etc. Donc ça c'est le truc. Alors après, si on regarde un peu les questions de coûts sur ce qui s'est fait en France, le téléphérique de Brest, il a coûté, je crois, 20 millions d'euros. Hein. Et celui de Toulouse, il est estimé, je crois, alors encore une fois, Toulouse, c'est 3 km, 3 stations, hein, 100 mètres de dénivelé, il est estimé à 80 millions d'euros, je crois, hein, à peu près. Voilà. Alors, après, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut proposer comme mode solution. Hein, c'est toujours pareil. Donc, maintenant, je vais me tourner vers Sophie Gauguin, parce qu'on voit, c'est comme ça qu'on a construit cet atelier, d'avoir différents acteurs dont on voit qu'ils travaillent sur l'avenir, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il va falloir apporter des solutions innovantes, que ça ne peut pas continuer, donc il y a une urgence. Et que pour que ça fonctionne réellement, c'est-à-dire pour que, sur la métaphore de la colonne vertébrale et après de tout le réseau nerveux, il faut que tout le réseau nerveux soit irrigué. Donc il faut que
tout soit connecté. Et là, pour que ce soit connecté, la responsabilité politique, la responsabilité des élus, elle est importante. C'est-à-dire qu'on est en démocratie, donc, et comme le disait Churchill, à l'exception de tous les autres systèmes, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc voilà, c'est le meilleur, parce qu'à un moment, on désigne des gens en qui on fait confiance, il y a une majorité, cette majorité, on la respecte. Et il y a une fonction de chef d'orchestre qui c'est pareil, historiquement change. Avant, il y avait des illustrations régionales, et on a vu la SNCF, moi c'est quelque chose qui m'a frappé en préparant cet atelier, et puis dans ce qu'on a entendu, c'est la mutation, c'est-à-dire que la SNCF pense le 21e siècle, n'est plus la résultante d'une période héroïque, formidable, mais qui est terminée, c'est-à-dire où on pensait les transports dans des bureaux, dans des cabinets. Maintenant, il y a cette connexion sur le terrain, et tout ce qu'on dit, c'est effectivement cette connexion. Alors, Sophie Gauguin, je me tourne vers vous, vers la région. Chef d'orchestre, c'est une lourde tâche, comme aurait dit le général de Gaulle. Oui, tout d'un coup, j'ai la pression. D'abord, merci Max, et encore mes excuses pour être arrivé juste à point nommé pour cet atelier, mais on avait une obligation d'osuléenne avec les obsèques de quelqu'un très proche de nous tous au conseil municipal. Oui, chef d'orchestre, effectivement, vous le disiez collectivement, il faut savoir se remettre en cause. C'est ce que nous avons entamé comme démarche avec l'ensemble de mes collègues vice-présidents concernant la mobilité. Nous sommes vraiment au début d'une large concertation, parce que d'abord, il y a eu un changement de compétences et l'ensemble des réseaux de transport nous est aujourd'hui confié, ce qui n'est pas ce qui est un vaste sujet, puisque ça va aller des transports scolaires, des arrêts de bus, jusqu'à l'aménagement des trains et du réseau. Et donc, il va falloir que nous fassions de cette nouvelle compétence une opportunité. C'est comme ça que nous raisonnons. Tu évoquais Churchill, c'est comme ça qu'il envisageait les choses. Oui, faire de cette nouvelle compétence une opportunité, mais ça nécessite collectivement d'échanger d'abord sur ce qui a été mis en place, faire des retours d'expérience positifs ou négatifs, en tirer des conclusions. Donc nous avons vraiment besoin d'échanger avec les territoires, et je remercie mes collègues des départements qui sont là, avec l'ensemble des acteurs qui ont une vision et une connaissance passée de l'exécution avec les opérateurs, de la manière dont se sont organisés les transports, et puis avoir une vision super globale, comme vous le disiez, cher monsieur, des stratégies mondiales qui s'organisent sur ces questions. Donc c'est un adage cher à Nicole, c'est-à-dire penser global, agir local. Et ça n'a jamais eu autant de sens aujourd'hui. Sans oublier un élément essentiel, le dernier kilomètre sur la côte fleurie, c'est l'usager. Et comme vous le disiez, tout ce que nous pourrons imaginer collectivement dans un Fab Lab comme c'est aujourd'hui, parce que c'est le plus bel espace de coworking Normandie connecté, c'est l'usager. Parce qu'on aura beau imaginer des solutions, s'il n'y est pas préparé, si on ne l'a pas aidé à s'acculturer à tous ces systèmes, et évidemment jusqu'au mode de paiement, nous passerons à côté de l'objectif qui est l'emploi, la lutte contre l'exclusion, l'accès aux services et l'attractivité d'un territoire. Parce que le problème, alors voilà, c'est ma casquette de vice-présidente en charge de l'économie, mais sur la côte fleurie, le dernier kilomètre restant dans la côte fleurie, c'est un énorme problème pour l'employabilité des personnes. C'est du reste à charge pour les salariés qui viennent travailler sur la côte fleurie, des difficultés de circulation en saison alors que nous sommes sur une période touristique. Et c'est pour ça que c'est autant essentiel que nous puissions nous pencher sur ces questions. Donc la région a un rôle de chef d'orchestre, de chef de file, effectivement. Et comment on a décidé de prendre ce sujet ? On a utilisé le numérique. Nous nous sommes attelés à suivre, évidemment dans le respect de la vie privée, des règles, etc., les mouvements. Je ne sais pas si Françoise Guégaud en a parlé sur l'évolution des besoins en termes de trains. Alors tu m'arrêtes si elle en a parlé, parce que je ne voudrais pas...
nous avons suivi l'ensemble des flux téléphones portables des citoyens ou des personnes qui vivent sur le territoire de Normandie où ils travaillent. Pour d'abord avoir une photographie exacte de ce dont nous parlons en termes de mobilité à l'échelle de la Normandie. Eh bien, le résultat est assez formidable. D'abord, ça nous a fait sortir de préjugés que nous pouvions avoir et faire émerger des besoins nouveaux en termes de mobilité. Parce que quand on est dans les bouchons, on voit la file de voitures, mais on ne réfléchit pas forcément à d'où viennent ces personnes, pourquoi elles vont là, où est-ce qu'elles ont besoin d'aller l'étape d'après, etc. Donc, avec cette étude sur le suivi des téléphones portables, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont changé en termes de mobilité en Normandie. Qu'énormément de Canet vont travailler à Saint-Lô, ce qui n'était pas du tout vrai il y a 5-6 ans. C'est en pleine mutation, parce que la Manche a un taux de chômage proche de 4%, qui a une forte attractivité en termes d'emploi dans ce département, et que du coup, eh bien, les flux évoluent. Que, par exemple, beaucoup de personnes ne viennent pas forcément travailler à Rouen, mais partent de Rouen pour travailler à Évreux, ce qui était le sens inverse il y a une dizaine d'années. Donc il nous faut réimaginer tous ces flux, et donc c'est une opportunité pour d'abord avoir un cercle vertueux en utilisant l'ensemble des modalités, parce que les gens utilisent beaucoup le bus et se sont appropriés ce moyen de transport avec des connectivités nouvelles à imaginer, et qu'on trouvera certainement des solutions nouvelles sur le dernier kilomètre partout en Normandie pour donner bien, une meilleure qualité de service, tout en restant dans des coûts acceptables par nos concitoyens. Il ne faut jamais le perdre de vue, puisque finalement, même si, par exemple, un billet de train en Normandie, tout le monde l'oublie, mais quand vous payez votre billet de train, il est subventionné à 70% par la région. C'est un énorme effort de la collectivité. C'est aussi pour ça que dans la réflexion que nous avons collectivement, eh bien, il y a cette question du coût à charge pour la collectivité, les collectivités, et évidemment pour l'usager. Et donc je crois que plus nous allons expérimenter sur les territoires des solutions nouvelles, en faisant l'exercice difficile d'accepter l'échec, et ça rejoint les discussions que nous avons en ce moment tous sur l'innovation. Innover, ça veut dire aussi accepter de se planter, mais si on n'essaye pas, eh bien, on ne trouvera pas forcément les solutions adaptées aux besoins de nos concitoyens. Alors voilà, c'est cette vision à la fois très très large, tout en ayant, tu le disais, un seul objectif, c'est de faire de cette région aussi une région durable. Je crois que l'attractivité de la Normandie, ce sera une région durable, parce qu'on aura imaginé des systèmes aussi qui préserveront l'environnement sur ces questions. Mais le challenge est énorme et le débat est ouvert. On commence avec Jean-Baptiste Gastine à évoquer ces questions. Et encore une fois, je crois qu'il faudra associer dans nos modes de décision les usagers. Monsieur le Président. Donc j'ai dit chef d'orchestre. Il y a donc des responsabilités, et c'est important de les connaître. Donc c'est important de voir, de comprendre, d'entendre qu'il y a une prise de conscience dans ces responsables, c'est-à-dire qu'on est en train de changer d'époque. Le risque mesuré, une société ne vit pas si elle renonce au risque. C'est absolument illusoire, tout le progrès de l'humanité, quand Pasteur invente le vaccin contre la rage, quand Marie Curie, voilà, à chaque fois c'est une prise de risque. Le véhicule autonome, il va y avoir une part de prise de risque. La prise de risque doit être mesurée, donc c'est là où les responsables portent l'intérêt collectif. C'est-à-dire si c'est fait pour l'intérêt collectif. Les premiers avions, Santos Dumont qui à Bagatelle il avait cassé 15 avions avant que la planète entière dise c'est possible. Voilà, donc la prise de risque, et aujourd'hui, si on peut se déplacer, c'est pareil sur l'automobile, c'est pareil sur le train. Quand les premiers trains ont été inventés, il y avait des journaux qui disaient mais on va aller tellement vite qu'on n'aura plus d'oxygène, donc les gens vont mourir asphyxiés. Bon, voilà, il y a un moment, il y a des politiques qui ont eu cette prise de risque. Donc je vais me tourner vers Véronique. Le département,
comment les responsables se connectent entre eux, et comment ils vont porter ces innovations sur le terrain, dont on a bien compris qu'il y avait une impatience. Alors, non seulement il y a une impatience, mais il y a une prise de conscience. Et puis, je peux vous dire qu'on travaille très étroitement avec la région. Je crois que c'est la 3e fois qu'on se rencontre cette semaine, Sophie. Donc, vous voyez, on échange énormément. Ce matin, j'étais également au lycée agricole du Rebillard avec Rodolphe Thomas et puis Nathalie Porte, qui sont aussi des conseillers régionaux. On a un maillage territorial qui fonctionne très, très bien. Je sais que les services d'Amélie Brun également travaillent énormément et étroitement avec les services de la région. Et toutes les opérations, tous les tests que nous faisons, on ne les met jamais en œuvre tant qu'ils n'ont pas été validés. Ça, c'est une chose. Hein. On ne passe pas à la vitesse supérieure tant qu'on ne se rend pas compte du résultat que ça peut avoir sur le territoire. Il y a plein d'opérations comme ça qu'on a abandonnées parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. C'était bien au moment où on l'a pensé, mais le temps va tellement vite que c'était devenu déjà obsolète. Je vais vous prendre un exemple très simple, c'est la téléalarme pour les personnes âgées. On s'était dit, nous, en définitive, les téléalarmes, vous savez très bien que Orange va, je crois, supprimer les réseaux filaires. Qu'est-ce qu'on fait avec les... Enfin, ce ne sera plus des fils en cul, ça sera peut-être autre chose. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les téléalarmes, les gros boutons que les personnes qui tombent... on s'est dit, les télévisions sont allumées partout dans les maisons, pourquoi ne pas utiliser ce système? Mais on avait à peine réfléchi qu'on était déjà parti sur un autre projet. Et tout ça, ça se fait vraiment en... Alors, c'est vrai que le social, c'est une compétence du département, mais tout ce qui est transport, tout ce qui est connexion, on parlait du développement de la fibre sur tout le territoire. Le Calvados travaille énormément avec, puis les autres départements également, avec la Normandie pour qu'on soit une Normandie connectée. Je voulais juste, une petite expérience, vous dire qu'avec Amélie, on se déplace énormément dans les départements pour parler de l'inclusion numérique. Et on a pris le train un jour pour Poitiers et on a posé la question au receveur. On lui demandait, mais combien de billets électroniques, combien de billets papier? Il nous a dit 90% de billets électroniques. On a été très, très étonnés et très surprises favorablement d'ailleurs. Absolument. Je reviens vers Jean-Baptiste. Donc, un opérateur entre le département et la région. Donc, parfois, les gens parlent de millefeuille décisionnel. Là, je ne peux pas dire que ça soit le cas. Là, c'est plutôt très clair. Ah, ben on est content d'entendre ça. Très clair. Le seul sujet qui est à comprendre, c'est qu'effectivement, il y a certaines collectivités type communauté de communes, communauté d'agglomération, qui prennent cette compétence transport et qui deviennent autorités organisatrices maintenant de mobilité et plus de transport. Les termes ont évolué et tant mieux. Et effectivement, là, pour ce qui est du transport maintenant départemental, le transport départemental est devenu le transport régional. Et donc du coup aujourd'hui nous on a très clairement une autorité organisatrice, la région, et donc du coup un interlocuteur qui en plus de ça, je trouve que il faut le saluer, a l'envie effectivement de structurer le transport entre le train et la route. Et ça c'est pas forcément toujours le cas, que ça soit pensé avec une telle cohérence, quoi. Et cette analyse-là nous a permis aussi d'éviter les doublons, parce que, par exemple, on s'est rendu compte que des bus départementaux se faisaient concurrence, alors parfois, faisaient concurrence avec des systèmes de trains régionaux. Donc en termes de dépenses publiques, on avait certainement des progrès, des marges de manœuvre à faire, et qu'en plus, finalement, l'usager s'y retrouvait pas forcément. Mais c'est normal, je veux dire, on est en train de faire notre mue. Donc je ne suis pas dans un jugement de valeur du tout, mais le fait qu'aujourd'hui on puisse coordonner, remettre à plat les schémas, alors parfois c'est aussi difficile parce que l'usager doit changer son habitude, et c'est ce que vous disiez, c'est s'il faut mutualiser un point de connexion, la question c'est pas tellement celui qu'on va fermer ou qu'on va aménager, c'est comment on change les habitudes des usagers à aller à ce nouveau point de connexion-là, où il trouvera forcément une solution pour aller à Paris, pour aller à Rouen, pour aller au Havre, parce qu'on se sera organisé en réseau et qu'on lui permettra d'accéder à son lieu de destination. Donc on a bien compris que
ça fonctionnait bien, ça marchait bien. Donc, vous avez à votre table le maire de Canaville, Stéphane Tonon, qui est un membre éminent du Pays d'Auge. C'est quelqu'un d'important. On a ce projet pour de délocaliser donc le parking de délestage, de créer un espace intermodal qui a vocation à servir de relais pour ce métro rural, c'est-à-dire de faire que la mobilité et le transport public deviennent un réflexe et non pas une contrainte où on regarde ces tableaux indicateurs en disant ah ben flux j'ai raté, tant pis j'irai chercher mon enfant demain matin à la crèche. C'est ça qui se joue sur le territoire. Donc à Stéphane Tonon, qui est venu ici plein d'espoir, je le vois dans son regard, qu'est-ce que vous lui racontez, qu'est-ce que vous avez à lui dire, comment vous allez accompagner ce parking de délestage qui va changer les mobilités sur notre Pays d'Auge et comment vous allez en bonne harmonie faire qu'on avance. Vas-y. Non, c'est à toi. Ben, en fait, je pense que Normandie Mobilité Électrique sera tout à fait à même de vous aider. Et ça sera avec un plaisir, parce qu'au contraire des problématiques comme les vôtres, enfin nous on n'est pas ciblés que sur l'Orne, hein, c'est la Normandie en général qui nous intéresse. Et on peut vous proposer de vous aider, de réfléchir avec vous. Merci. Ce que je disais à Max, ce qui est vraiment important, c'est d'inciter les gens à s'y garer. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun intérêt, voilà, les gens qui viennent travailler tous les jours sur la côte, s'ils arrivent à la gare, il n'y a pas de solution d'échange, ça ne marchera jamais, quoi. Donc il faut vraiment qu'on ait toutes les solutions, et sur Canaville, et évidemment au niveau de la gare de Deauville-Trouville, pour qu'on incite les gens à s'y arrêter, sinon ça ne fonctionnera pas. Et par rapport aux échanges que nous avions eus ensemble sur la partie développement économique, on mesure tellement le challenge pour renforcer l'attractivité métier sur les secteurs touristiques ici. Le président Hervé Morin l'a dit, mais avec les communautés de communes ou d'autres instances, ou même des partenariats publics-privés, s'il faut qu'on réfléchisse à des expérimentations, nous serons présents. Oui, parce que là, finalement, ce qu'on propose dans Normandie Connectée, le premier laboratoire d'idées de Normandie, Sophie nous citait le grand timonier Nicolas Hamelin en disant penser global, agir local. Et là, on fait coup double parce qu'on pense local pour agir local, et les solutions locales ont une vocation globale, c'est-à-dire que la pertinence et qui est universelle, c'est la compréhension du territoire, la compréhension des demandes des gens sur le territoire, comment ça se passe, comment ça circule, pour apporter des réponses pertinentes. Ces réponses pertinentes, c'est en allant sur le terrain qu'on a compris qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un espace intermodal, c'est-à-dire où il faudrait des milliards pour le constituer. Et à l'échelle de Paris, de Caen, de Rouen, c'est pas visible. Il faut vivre le territoire. Donc il y a cette dialectique entre le global et le local qu'on est en train de mettre en œuvre. Et c'est vrai que l'échange qui est en train de se créer autour d'une proposition, et puis qui peut être testée, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut accepter qu'une proposition puisse être améliorée, qu'elle n'est pas tout à fait bien formulée. Donc il y a des choses qui sont tenues pour acquis, c'est-à-dire la réunion des guichets routiers et rails, si j'ai bien compris. C'est l'engagement qui a été pris tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut parler d'engagement à ce stade, mais en tout cas, c'est une volonté. Il y a plein de réflexions. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit bien, par exemple, on est en train de tester la manière dont les offices de tourisme peuvent venir des relais de points de vente. Et alors là, du coup, c'est du gagnant-gagnant aussi, parce que ça devient un point de service globalisé. Oui, c'est le cas. C'est déjà le cas, oui. Chez vous, oui. Mais on teste parce qu'on voit comment l'usager ou le client, comme on veut, s'approprie ce nouvel outil. Alors, il y en a pour lequel c'est exponentiel. Il y a des expériences un petit peu moins importantes. Quand ça marche moins bien, il va falloir essayer
de savoir pourquoi. Et puis c'est très important pour les territoires ruraux. Moi je suis maire de Dozulé, j'ai énormément d'habitants qui viennent travailler sur la côte. Énormément. Je vais dire c'est à peu près 25 à 30% de la population active de Dozulé. Et c'est très difficile d'avoir non seulement les horaires décalés, de pouvoir trouver un endroit effectivement pour se stationner, et qu'on est partant, nous, pour contribuer à un maillage global entre communautés de communes et faire un cercle vertueux. Il y a énormément de demandes, y compris sur des aires de covoiturage qui seraient bien réparties sur le territoire. Jean-François, donc ce qui a été dit autour de cet espace intermodal, parking de délestage, de Canaville, une réaction? Moi j'ai lu avec attention ce que vous avez écrit dans ce Normandie Connectée, qui je pense faisait bien état des problèmes. Et alors ce que j'ai en particulier apprécié, c'est que vous préconisez quelque part un bon mix entre effectivement le parking, la navette et puis un certain nombre d'activités en fait. Heureusement que tu n'as pas une guitare. Et c'est ça qui est important. Je peux chanter si vous voulez, hein. C'est possible. Et je pense que c'est vraiment ces composantes-là qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire le fait que c'est pas juste un hub de transport, c'est pas juste un parking de rabattement, c'est pas juste il y a une navette, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait là en fait, puisqu'on va attendre une navette, alors je sais pas combien de temps on va l'attendre, mais qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on met comme type d'activité, comme type de commerce, ou est-ce qu'on met un pressing où on peut déposer ses chemises le matin et récupérer le soir. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses, hein, avec beaucoup de partenariats avec des entreprises privées. Qu'est-ce qu'on veut développer à cet endroit-là? Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir cette approche globale, en fait. Hein. Ça va devenir pas uniquement une approche transport, en fait, ni mobilité. Parce qu'effectivement, dans la mobilité, on a bien insisté là-dessus tout à l'heure, hein, il y a toutes les activités qu'on peut faire autour de la mobilité qui ne sont pas du transport. Voilà. C'est ça, ça devient des lieux de vie. Voilà, exactement. Ce sont des lieux de vie. Il faut penser ça comme ça. Et puis après, encore une fois, j'insiste un petit peu, il faut bien réfléchir à l'approche globale, mais alors vis-à-vis de l'usager, face à la complexité du système après, hein, puisqu'il faut que les gens puissent s'y retrouver quand il y a à manier du covoiturage, parce qu'on peut venir en parking ou parking en covoiturage par exemple. Hein, bon, voilà. Après le téléphérique, bon, comment ça se paye tout ça En rollon. Exactement. Ça c'est aussi. Moi j'ai un moyen pour simplifier le moyen de paiement, on se met tous à la monnaie normande, le rollon. Et ça ira très bien. Donc il y a ces trois composantes-là. La composante mobilité, on va dire pure, qu'on peut rapprocher du transport si on veut. La composante activité lieu de vie. Et la composante, je veux dire, appli vis-à-vis de l'usager, qui lui permet à la fois de s'y retrouver facilement, de payer éventuellement, sans que ce soit trop compliqué, sans que ce soit trop cher aussi. Et puis que ce soit assez flexible, hein. Les applis mobilité comme service qui se sont développés, c'est des choses qui sont très axées comme ce que vous avez sur votre téléphone portable. C'est adapté à votre profil. Hein. Vous pouvez avoir 30 gigas, 100 gigas, vous pouvez pouvoir faire ci, ça, utiliser telle appli. Voilà. Je pense qu'il y a ces trois composantes-là qu'il faut prendre en compte. Oui, bien sûr. Bah oui. Réaction du groupe que je représente, hein, mais il y a vraiment une notion de périmètre, c'est-à-dire que quand on est dans un périmètre défini et clair, on sait travailler des synergies, on sait intégrer les choses très facilement, que ce soit au niveau tarifaire, au niveau support, au niveau information, on sait faire tout ça. Si par contre on commence à effectivement composer le service mobilité d'une multitude d'opérateurs différents, la coordination de l'ensemble va poser un souci. Il faut qu'il y ait une autorité quelque part, ou il faut qu'il y ait vraiment un garant de cette tenue-là. C'est indispensable. Oui, mais à un moment donné, si on doit utiliser un parking de rabattement, du vélo partage au bout, peut-être après le téléphérique, etc., il faut aussi être capable de mixer tout ça, quoi. C'est un peu ça. À l'échelle d'un territoire qui est assez vaste, si j'ai bien compris. Hein. Enfin, moi, je ne connais pas le Pays d'Auge, je ne l'ai pas parcouru, mais ça a l'air assez vaste et diversifié. Et puis
c'est urbain sur Trouville, après c'est quand même assez rural. Voilà. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir sur ce que font les Finlandais, hein, qui sont très différents des Normands, mais pas tellement. Et c'est un pays très rural, hein, la Finlande, hein, très grand, très rural, il y a très peu de gens. Et ils ont beaucoup travaillé sur à la fois l'urbain, le périurbain et le rural, en fait. Voilà. Non, c'est quelque chose qui est important. Dans le prochain atelier, il y aura François Pedrono qui travaille justement sur ces mobilités douces, les vélos. Et c'est vrai ce que disait Guillaume Capard tout à l'heure, donc maire adjoint de Deauville. On a considéré longtemps ces voies comme finalement des agréments pour le tourisme. Or, c'est quelque chose qui peut être structurant pour la façon dont le territoire se développe, pour la façon dont on va au travail. Par exemple, si on est sur cette zone-là, 80% de l'activité de notre communauté de communes, Côte-Fleurie, est sur du plat. Donc, c'est-à-dire ça devrait être réveillé. Donc, si on utilisait ces voies douces et avec les vélos, donc demain, il y aura Émile Viciana, qui est le directeur des Cures Marines, donc cet hôtel qui devient référent pour toute la côte normande. En préparant cet atelier, je disais, mais en allant de la gare de Trouville-Deauville à ton hôtel, est-ce que les gens, ils ont besoin de monter dans une Mercedes et de se foutre dans les bouchons? Est-ce qu'un vélo-taxi, c'est pas beaucoup plus innovant, c'est pas beaucoup plus moderne, c'est pas beaucoup plus confortable, c'est pas beaucoup plus rapide, et que l'expérience du bien-être commence en descendant du train. Donc, et descendant du train, si on a fait la connexion à Canaville, on voit qu'on est dans une expérience de qualité de vie qui irrigue tout un territoire. Sophie, peut-être. Oui, non, on a un énorme challenge collectif à relever. En région, on est vraiment prêt à pousser toutes les initiatives et à être force de proposition avec vous, tout en ayant à l'esprit l'usager. Je crois qu'il faut aussi qu'on ait une nouvelle démarche vis-à-vis de lui, d'abord parce qu'après, ça sera le premier à porter ces nouveaux modes de transport. Donc là aussi, on a un exercice de consultation démocratique à avoir. Bon, alors on n'en est pas là, on est dans le bilan, la photographie. On a commencé à lancer des choses opérationnelles. C'est un énorme travail, hein, je voudrais les remercier parce que c'est. Et puis on a lancé en même temps les assises de la mobilité pour travailler avec tous les acteurs du territoire. Et évidemment, dans le Pays d'Auge, comme d'habitude, on espère avoir un temps d'avance à partir de demain. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis un an qu'on prépare cette journée, c'est-à-dire que le programme il n'est pas né comme ça, c'est à partir d'échanges avec les uns et les autres qu'on l'a défini. Ce qui apparaissait, c'est que par rapport à d'autres territoires en France, et alors ça je reviens un peu moi à mon cœur de métier, qui est le journalisme en connexion avec tous les territoires, on peut être absolument une vitrine d'une innovation incarnée, c'est-à-dire qui rendent service aux gens, qui rendent la vie plus belle, ce qui donne du sens à tout ça. Oui, mais j'insiste sur le volet très économique, vous me pardonnerez, mais je crois aussi qu'il faut qu'on travaille avec les branches professionnelles, avec les filières, pour les inviter à considérer aussi que pour elles, c'est du gagnant-gagnant. J'ai commencé à avoir des contacts ici avec les métiers d'hôtellerie-restauration pour affiner cette dimension. Ce que nous constations, c'est que changer de regard aussi sur l'aménagement du territoire, les zones d'activité économique, le dernier kilomètre, sont souvent trop peu desservies par les moyens de transport collectif et par les bus. Vous desservez les piscines municipales, les bibliothèques, les écoles, très bien, mais souvent, la zone d'activité n'est pas forcément le premier destinataire. Et ça, j'y tiens, je sais que c'est un peu une marotte, mais il faudra y veiller dans nos futurs travaux, mais je sais qu'ici, on est en confiance. On y veillera. Donc on va passer au dernier. Marc Maouche et puis... Viens.
Oui, je... D'accord. En revanche, votre question est juste. Vous devez adapter vos services de présence verte au fait que les gens, par exemple, basculent sur la fibre, ne serait-ce que par le réseau du Calvados, et donc que les box qui sont mises en place n'ont pas un service téléphonique dit analogique, mais un service téléphonique dit IP. Et donc ça veut dire que vos services présence verte doivent être adaptés. Voilà, donc faut pas, c'est pas le motif que vous avez donné qui donnait la bonne raison de motivation. Je vous remercie de cette précision, et vous voyez, c'est vraiment un lieu de débat où on s'enrichit. Oui, puis ça fait 4 ans que je viens, puis j'aime bien la confrontation. Donc, peut-être Max, les applis mobiles qui permettent de connecter plusieurs services dans la même main, ça existe déjà, Nantes le fait, le département de l'Orne le fait. Voilà, c'est des outils qui existent. C'est le téléphone en fait qui sert de passerelle entre les deux. Et on a dans la région un syndicat qui s'appelle Atomode, qui est quand même une grosse machine, une belle machine, qui permet quand même de gérer beaucoup de flux financiers entre les différents opérateurs, qui reste encore à améliorer et à étendre sur le territoire, mais qui est quand même une belle base de travail. Il n'y a plus qu'à la connecter sur un téléphone. Hein. Merci Marc de cette précision. Oui, bonjour. Éric Le Chartier, porte-parole du TIFRD 677. Un, deux. Voilà, je tenais vraiment à remercier les organisateurs de ce. C'est la première fois, enfin en tout cas à ma connaissance, qu'on mène. Enfin, aujourd'hui, on est en train de mener un exercice d'intelligence collective. Retrouver donc Madame Gauguin m'en dit. Donc les collectivités territoriales, donc régions, départements, élus locaux, je vois même un. Donc ça, c'est un parlementaire associé donc aux experts donc, et aux professionnels donc, du transport. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et d'autant plus intéressant qu'à Canaville, on se sentait un petit peu isolé. C'est-à-dire qu'on l'est un peu moins depuis quelque temps parce qu'on nous pose des questions. Enfin, ennuyés avec les travaux. Maintenant, on nous dit mais pourquoi des trottoirs aussi larges ? Pourquoi une zone à 30, etc. Enfin voilà. Donc tout le monde commence aujourd'hui à s'intéresser donc à ce problème, qui est un problème, je pense, global sur le plan de circulation Nord-Pays d'Auge qu'il faut repenser. Faut pas, je pense, penser qu'à Canaville, il faut penser donc au plan de circulation Nord-Pays d'Auge. Donc ça c'est intéressant, mais je pense que dans la réflexion, il faut quand même associer un projet qui est vieux de 30 ans, c'est-à-dire le détournement donc, des communes de Canaville et Bonneville. Et donc un espace intermodal à Canaville, enfin qui est plutôt à Saint-Martin physiquement, c'est très intéressant, mais élargissons notre réflexion pour intégrer donc cette réflexion sur une route qui peut être une route exemplaire, une route pédagogique, une route qui est valeur d'exemple, où on puisse dire dans le Pays d'Auge, regardez, ils ont réussi à associer arriver à associer du développement territorial dans le respect des contraintes écologiques. Donc tout ça, c'est une vue d'ensemble des véhicules électriques, des vélos électriques, bien sûr. Donc moi, je me félicite de cette réflexion. Continuons à réfléchir, continuons à innover, et je pense qu'un jour, on va trouver une solution et que les Canavillais et Bonnevillais en seront ravis, parce que c'est toujours 22 000 véhicules qui passent par jour, c'est toujours 1100 camions. Voilà, donc... je vous remercie pour votre écoute. Merci, on va passer au dernier atelier parce qu'on a pris un peu de retard.